Bien, bonjour à tous. Je voulais introduire cette assemblée générale par une conclusion de la précédente. On avait souhaité en septembre, même dès septembre 2022, une commission pour la participation citoyenne des personnes accompagnées, c'est-à-dire intégrer les personnes que nous accompagnons au quotidien, les plus de 400 personnes, dans notre fonctionnement. On ne l'a pas mise en place, non pas par abandon, mais parce qu'on l'a transformée en un vrai travail collaboratif qui a impliqué les personnes accompagnées, les parents et les professionnels dans leur rédaction des enjeux que doit porter notre nouveau projet associatif qu'on va vous présenter aujourd'hui, le projet associatif 2023-2027. Et je tiens à saluer le travail remarquable qui a été mené par tout le monde, par les représentants donc, des 3 horizons, au cours de 8 journées de travail qui ont vraiment été centrées sur l'autodétermination et la valorisation des rôles sociaux. C'est une vraie transformation de l'association qui s'est faite ces derniers mois, qui avait déjà commencé depuis quelques temps avec le travail mené par les professionnels dans les différents établissements. Ce travail est notamment abouti sur la décision prise très récemment de l'Assemblée générale extraordinaire il y a 15 jours, qui a officialisé la participation sociale des personnes que nous accompagnons au sein de l'association, donc nos proches, qui pourront désormais siéger au conseil d'administration et donc prendre toute décision pour l'avenir de l'association auprès des parents et amis qui gèrent l'association au quotidien, de tous les bénévoles. Ils pourront ainsi décider de leur avenir, ce qui n'est pas négligeable dans le principe d'autodétermination. Je rappelle quand même que depuis le début de sa création, l'APUI est une association de parents, qu'elle assure un service public qui permet une place à chacun dans la société et un avenir pour nos proches. Et c'est pour ça que ça nous a paru essentiel qu'ils participent à la décision de cet avenir. Je souligne également le travail remarquable des professionnels, et j'y tiens après ces 2 années compliquées avec la Covid, qui ont été agrémentées finalement d'une transformation forcée de l'accompagnement du handicap, sans pour autant marquer une reconnaissance réelle de tous les métiers exercés dans nos structures, notamment tous les métiers dits support. Et c'est à ce titre qu'en fin 2022, on a pris une décision forte au niveau de l'association, qui a été parfois critiquée par certaines autres associations. On a choisi de distribuer le Ségur à tout le monde au sein de l'association, pour les remercier, pour vous remercier, tous professionnels, de votre engagement au sein de l'association. Côté Pôle Enfance, on a le programme de réhabilitation de l'IME que vous connaissez déjà, qui se poursuit, qui va encore se poursuivre pendant 2 ans avec une réhabilitation physique, bien entendu, mais aussi organisationnelle grâce au travail mené par Émilie Baron avec ses équipes dans l'accompagnement des enfants, avec vraiment quelque chose de centré sur l'éducation. Et surtout, l'ouverture très prochaine, le 1er juillet, sous couvert de la commission de sécurité, il y a quelques jours, pour une maison médico-sociale expérimentale, donc une maison d'enfants médico-sociale sur Saint-Médard de Guizières, pour les enfants qui sont à la fois issus de l'aide sociale à l'enfance et qui sont porteurs de handicap. Donc les, entre guillemets, cas critiques qu'on a sur l'IME, qui n'avaient pas forcément de lieu de vie. Côté Pôle Travail, piloté par Philippe Pasquis, le projet de réhabilitation de l'ESAT des Aiguizottes qui va se mener dans les années à venir. Je vous rappelle qu'il a été ravagé par la grêle l'an dernier et qu'il y a un énorme travail de remise en état de ce site. Et c'est un projet fort et attendu qui ouvrira ses portes dans quelques années, avec pareil un travail autour des ateliers, une remise à niveau de ce bâtiment. Et bien entendu, un autre projet fort qui va ouvrir ses portes pour lui en septembre, c'est le restaurant rue Gambetta, Papille et Papillon, que l'on porte donc avec Rest Alliance, M. Mao ici présent. Sur le pôle hébergement, après un festival Anti-Fashion qui aura bien fait rêver des centaines de personnes, et surtout fait prendre conscience que tout est possible pour tout le monde, que tout le monde est capable de faire plein de choses. C'est l'habitat inclusif qui se dessine sur le siège situé pleine Parmentier pour une ouverture dans quelques années. Les enjeux de ce pôle, notamment hébergement avec le vieillissement, sont essentiels pour éviter les situations complexes que certaines familles vivent aujourd'hui avec le vieillissement de leurs enfants. Et c'est le défi que devra porter Anaïs Lafaille et ses équipes pour les prochaines années. Enfin, le travail mené conjointement par les parents, je vous en ai parlé, personnes accompagnées et professionnelles autour de l'autodétermination et de la valorisation des rôles sociaux a permis d'écrire un nouveau projet associatif qui va vous être présenté ce soir. Et c'est grâce à l'équipe de direction générale Lionel Angot et Joël Triquet qui ont porté ce projet que nous entrons dans une nouvelle ère pour la PEI. Donc comme vous pouvez le constater, ces 2 dernières années ont été particulièrement denses. Donc je veux vous remercier vraiment pour le travail
que vous avez mené tous. Et je suis conscient que je vous en ai demandé beaucoup, autant aux parents autour de moi qu'aux équipes professionnelles. Et c'est une période de transition, ces 2 années qui m'a paru essentielle pour permettre la transformation de l'APEI en une nouvelle entité qui est reconnue aujourd'hui sur le plan du handicap par les instances partenaires, que ce soit le département ou l'ARS, et qui a donné lieu à une nouvelle charte graphique que vous avez commencé à découvrir dans les établissements avec des ambitions portées par l'association, puisque APEI devient donc accompagnement, partage, enseignement, inclusion. Le rapport d'orientation de nouveaux projets associatifs, ça va être assez rapide, notamment parce que les directeurs ont pas mal spoilé le rapport d'orientation, ce qui est très intéressant parce que ça prouve qu'il est largement partagé et intégré par l'équipe professionnelle et le conseil d'administration. Et ça fait plaisir parce que ça prouve que ça a été construit ensemble surtout. Ce rapport d'orientation est très simple. On est sur une démarche participative qui a été initiée donc, et qui a été votée par l'Assemblée générale donc, il y a 15 jours. Ça consiste en quoi? C'est un conseil d'administration qui sera composé de 30 personnes avec 2 tiers de parents et 1 tiers donc, amis et personnes accompagnées au niveau de l'association. On a souhaité conserver quand même le statut d'association familiale et parentale sur la gestion de notre association. Au niveau du projet associatif, qui a été quand même un vaste travail très intéressant pour tout le monde, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a quand même 30 personnes qui ont travaillé en groupe de travail sur quand même 8 réunions entre parents, personnes accompagnées, administrateurs et professionnels. On a eu une journée donc, de forum ouvert pour expliquer les grands principes de l'autodétermination et de la valorisation des rôles sociaux. Je ne rentrerai pas dans ces détails. On y retravaillera cette année avec l'ensemble des professionnels. Et si les parents sont intéressés pour redécouvrir tous ces principes, ce sera avec plaisir. Et puis après, il y a eu 6 journées de construction du contenu autour de 6 thèmes structurants. Qui sont donc la participation sociale, le répit-repos, l'inclusion par le travail, le vieillissement qui est vraiment un sujet sur lequel on doit travailler au niveau de l'association, l'inclusion scolaire et l'habitat inclusif. Donc des thèmes que les directeurs ont déjà abordés, sur lesquels je ne reviendrai pas en détail. Derrière ce nouveau projet associatif, il y a surtout toute une stratégie de développement de l'association et de ses établissements, parce que oui, il faudra encore des établissements spécialisés dans l'avenir pour nos enfants. On ne peut pas faire de l'inclusion à 100% malheureusement, même si on aimerait. Tout cela, vous allez retrouver dans un document avec lequel vous allez repartir, l'APEI 2030, qui va vous être présenté, qui va être diffusé à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble de nos réseaux et qui va être distribué à tous nos partenaires, qui définit la stratégie de l'association, donc comme son nom l'indique jusqu'à 2030, sûrement quelques années de plus, parce que vous le verrez, il y a beaucoup d'actions qui sont portées et qui sont marquantes, novatrices. On a essayé d'imaginer avec l'ensemble des professionnels ce que sera l'accompagnement de nos enfants en 2030 et après. C'est quelque chose qui va aussi nous servir de base pour la signature du CEPOM qui est en cours, mais aussi du prochain déjà dans 5 ans, puisqu'on a déjà tracé les grandes orientations. Je pense qu'on retrouvera dans tous les cas les échanges qu'on a eus et avec le département et avec l'ARS sur les nouvelles formes d'accompagnement, l'arrivée des accueillants familiaux pour les adultes par exemple, l'habitat inclusif, les écoles partagées. D'ailleurs, ça serait bien qu'on reçoive aussi les écoles sur l'IME, puisqu'on a un grand IME et on pourrait avoir des classes normales chez nous et pas toujours l'inverse. Ça aussi, c'est de l'inclusion. Et l'ouverture de l'association au monde extérieur, c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Aujourd'hui, il n'est plus question, en tant que parents, je parle vraiment au nom des parents, on en a largement débattu entre nous, de vivre caché avec nos enfants. C'est terminé, nos enfants déjà veulent vivre comme tout le monde. Et nous aussi, on veut vivre comme tout le monde. Il y a eu un beau départ avec Andy Fashion, ça a été un très bon exemple de l'ouverture et de ce que l'on peut faire. Ça a ouvert une voie pour moi au niveau de l'association, y compris au niveau des duo day, au niveau du pôle travail, où des personnes d'entreprise se sont rendues compte qu'on pouvait tout à fait travailler avec une personne en situation de handicap et que ça se passait très bien et que finalement on était tous capables de faire le même travail. Donc la volonté dans ce rapport d'orientation, c'est finalement affirmer que nous existons, que nous sommes présents, que nous avons notre mot à dire dans la société,
Et on va continuer à faire des événements hors du commun et visibles, comme Andy Fashion, comme notre journée rallye qui a été un peu folklorique, je vous l'accorde, mais qui va partir sur un circuit. Vous avez les prospectus là, vous partirez avec aussi. Ça sera handicap en piste le 14 et le 15 août, où on va aller sur circuit et amener tout le monde dans les voitures de course. Donc tout ça partira sur un CEPOM sincère et réel, des projets assumés et novateurs, avec une poursuite de l'ouverture de l'association sur la société. Et effectivement, merci Véronique. Donc une course à pied, donc on n'a pas encore défini la date, pour le mois de juin, où on va faire courir une personne valide avec une personne que nous accompagnons au sein de l'association, qui ne se connaissent pas forcément, avec le reversement des bénéfices d'ailleurs pour la PEI, comme ce sera le cas d'ailleurs pour Handicap en piste, tout sera reversé pour la PEI. Je voulais juste conclure sur quand même un fait qui a été marquant cette année, la récente condamnation de l'État français par l'Union européenne sur l'accompagnement du handicap trop justement fermé, démontre la difficulté de notre société aujourd'hui, de notre gouvernement, et de nos gouvernements successifs d'ailleurs, à s'adapter à s'ouvrir au handicap. Je l'avais dit l'an passé, et à de nombreuses reprises je l'ai largement affirmé, l'inclusion forcée qui a été lancée par le gouvernement depuis un peu plus d'un an est vraiment dérangeante. Elle limite, et pour moi, elle ferme des structures de façon inutile et dangereuse pour les personnes qu'on accompagne. Il faudra, je le redis encore une fois, des structures spécialisées sur notre territoire pour nos proches qui n'ont pas de solution. Il n'est pas question en fait, de s'appuyer sur des chiffres aveugles, qu'on dit qu'on va mettre 50% des enfants handicapés dans les écoles. Pourquoi 50%? Pourquoi pas 30%? Pourquoi pas 70%? Pourquoi 30% des personnes en ESAT doivent aller vers le milieu ordinaire? Ils ont le choix, s'ils n'ont pas envie d'aller vers le milieu ordinaire, ils peuvent rester en ESAT. Ce n'est pas à nous de décider à leur place, ce n'est pas à nous de forcer la main pour faire une inclusion aveugle. Donc aujourd'hui, on a de nombreuses familles qui ont besoin d'un compagnon enfant en situation de handicap, qui sont âgés, qui d'ailleurs pas forcément. On a des familles en difficulté qui se retrouvent sans solution parce qu'on ferme des établissements et des places aujourd'hui. Donc on est là avec nos associations pour amener des solutions, des services, pour réfléchir autrement. Avec les accueillants familiaux, c'est un exemple, mais ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même des foyers d'hébergement, des foyers médicalisés ou des choses comme ça. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de moyens pour créer ces établissements. On a souvent une fin de non-recevoir, pour sûrement des très bonnes raisons, principalement financières au niveau du département ou de l'ARS. On sait qu'on n'a pas les budgets qui sont libérés par le gouvernement et l'État pour créer des structures. Et c'est pour ça qu'au niveau national, avec l'UNAPEI, on se bat pour faire reconnaître ses besoins. Mais pour moi, c'est une situation qui ne doit pas être considérée comme une fatalité. Parce que depuis des décennies, le handicap, notamment mental et psychique, qui est souvent le handicap caché parce qu'on ne sait pas le gérer techniquement, est géré par des associations parentales qui assurent le droit à l'égalité. C'est ce que vous faites tous, mais que mes prédécesseurs ont fait en créant cette association en 67. Et une fois encore, je les remercie pour ce qu'ils ont créé avec le mouvement UNAPEI il y a plus de 40 ans quand même. Aujourd'hui, c'est les parents qui défendent ça et qui sommes les mieux placés pour parler de ce sujet qui est bien souvent tabou et peu porteur au niveau politique. Nos dirigeants nationaux n'aiment pas trop parler du handicap, ça ne fait pas rêver, c'est vrai, mais pourtant c'est une réalité, c'est des millions de personnes aujourd'hui en France qui sont dans cette situation. On l'a démontré avec cet AG des décisions qu'on a prises aujourd'hui, on le démontre avec APEI 2030, qui est un document tout à fait reproductible au niveau national. On n'a rien inventé, on a réfléchi à certaines choses, mais on a vu aussi ce qui se passait ailleurs, en France ou à l'étranger. On a des solutions pour un avenir pour nos proches et un avenir dans la société. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à lire cet APEI 2030. On l'a rendu graphique et facile à lire, justement pour qu'il soit diffusable, compréhensible pour tous. N'hésitez pas à nous questionner dessus, à nous faire des remarques. C'est un document de travail, en fait. C'est une ligne directrice pour les prochaines années. Donc l'APEI, par ses engagements, je vous rappelle ce qu'on a dit, accompagnement, partage, enseignement et inclusion, vous l'avez derrière, est là pour accompagner et les collectivités et l'État à faire changer la société et à défendre l'ensemble des personnes et de nos enfants, tout simplement, que nous accompagnons au quotidien. Donc merci à tous pour le travail accompli, parents, professionnels, personnes accompagnées pour le projet associatif, pour l'APEI 2030. Et merci pour votre engagement, qui, je suis sûr, va continuer dans les prochaines années. Vous l'avez montré d'ailleurs avec vos perspectives au niveau de l'équipe professionnelle. Merci à tous.